Je n'aurais jamais cru que ouvrir ma porte d'entrée ressemblerait à recevoir une sentence. Il pleuvait fort. Une averse qui secouait les fenêtres noyait mon propre battement de cœur. Je venais d'allumer la bouilloire quand la sonnette retentissait 3 coups brefs. J'ouvrais la porte et voilà, Valérie, ma nouvelle belle-fille, à peine une semaine dans ce rôle, déjà souriante, comme si le monde lui appartenait, son parapluie blanc goûtait rythmiquement sur les carreaux du porche. Derrière elle, un homme en costume bon marché, serrant un porte-bloc, une mallette métallique, un notaire et puis mon fils, Sebastian, dominant les deux, trempés, silencieux. « Bonjour, Geneviève », disait Valérie doucement, me frôlant avant que je puisse répondre. « Nous sommes juste là pour finaliser quelques détails sur la maison. J'ai amené un notaire pour tout régler d'un coup. » Je clignais des yeux. La tempête dehors ne nous avait pas encore atteints, mais le froid qu'elle apportait s'installait, comme du givre surtout. La maison, demandai-je. Ma voix ne tremblait pas. Je ne leur donnerai pas ça. Je m'écartais, les laissais entrer. Valérie marchait droit vers le salon, comme si les planchers sous ses talons lui appartenaient. Sébastien suivait. Son silence le trahissait, plus que des mots. Sur la table, Valérie étalait plusieurs feuilles. Je remarquais l'acte de propriété au-dessus. Elle levait les yeux vers moi, dans l'attente. Il y a beaucoup à voir, mais c'est standard. Mieux vaut régler ça maintenant, avant que le marché change. Non, je ne bougeais pas, n'élevais pas la voix, ne clignais même pas. Je lui offrais un sourire serré, délibéré, celui qu'on donne à un serpent. Juste avant de l'enjamber, elle pensait que c'était une embuscade, que je bafouillerais, tremblerais, supplieris mon fils, que je signerais, mais j'avais déjà vu la vérité telle qu'elle était. Ils n'étaient pas là pour demander, ils étaient là pour prendre. Je m'approchais lentement de la table, mes mains ne tremblaient pas. Je prenais la première feuille, mes yeux parcouraient l'accord falsifié, probablement concocté avec un agent véreux, procuration listée en termes légaux, soignée, mon nom tapé au-dessus d'une signature qui n'était pas la mienne. Je regardais Sébastien, il fixait le sol. Je n'ai pas autorisé ça, disais-je doucement, et vous le savez tous les deux. Le sourire de Valérie vacillait légèrement. Eh bien, pas encore, mais c'est juste la première étape. Nous avons tout apporté aujourd'hui pour vous faciliter les choses, disait-elle, comme si elle me faisait une faveur, comme si elle attendait de la gratitude. Des roses. Le premier coup de tonnerre roulait dans le ciel. Je pliais les papiers soigneusement, les repoussais sur la table. « Est-ce pour ça que tu l'as épousé ?» demandai-je, tournant mes yeux vers elle. « Pour cette maison. » Sa contenance glissait alors, juste une seconde, mais je le voyais, l'éclair d'irritation, d'avidité, de calcul erroné. Sébastien parlait enfin, sa voix peine un murmure. Nous pensions juste peu. Est-ce qu'il était temps de réduire Maman, tu as tant d'espace ici. Et vous le voulez. Finissais-je pour lui? Il ne niait pas. Les yeux de Valérie se plissaient. Vous compliquez les choses inutilement. Non, disais-je,
marchant vers la cuisine. Ma voix calme, je ne rends juste pas ça facile. Et tandis qu'ils attendaient la vieille femme abasourdie, pleurante, qu'ils pensaient écraser, je, 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 je prenais mon temps pour faire bouillir l'eau pour le thé, les laissant sentir la tempête venir, car ce n'était pas l'embuscade qu'ils croyaient, c'était le début de ma guerre. Quelques jours plus tôt, je me tenais à l'arrière de la salle de réception, regardant mon fils épouser une femme que j'essayais de croire gentille. Valérie avait cet éclat radiant des mariés, celui qui trompe tout le monde, le faisant croire à de la douceur. Je me souviens de son étreinte juste avant la cérémonie, murmurante. Vous avez élevé un homme si fort, si aimant. Je la croyais, Dieu me pardonne, je la croyais cette nuit-là. Je souriais pour chaque photo, portais un toast avec du champagne, retenant mon souffle, tandis qu'il coupait le gâteau. Je prenais même Valérie à part pour lui dire combien j'étais heureuse que Sébastien ait trouvé quelqu'un qui semblait l'aimer sincèrement. Elle semblait touchée, reconnaissante même, maintenant. Je sais que c'était son visage de comédie. Ma maison, celle qu'ils ont essayé de prendre, se trouvait juste à l'extérieur de Montclair, dans une banlieue calme, où les rues gardaient encore le souvenir de la neige, du silence, une maison victorienne bleu pâle avec des bordures blanches, légèrement usées. Mais fière, ma mère me l'avait léguée à sa mort. C'était le seul endroit où je me sentais vraiment en sécurité. Chaque recoin portait des souvenirs. La première fièvre de Sébastien, ses premiers pas, la bosse dans la rampe, quand il descendait les escaliers dans un panier à linge, s'écrasant contre le mur. Enfant, il met des haïtes. Je veux vivre ici pour toujours. À l'époque, je pensais que c'était de l'amour. Mais maintenant, je me demande, peut-être savait-il déjà ce que cette maison valait. Après le mariage, les jeunes mariés n'attendaient même pas une semaine complète. Avant de révéler leur vrai plan, j'aurais dû le voir plus tôt, à leur retour de lune de miel. Valérie insistait pour amener ses parents voir la maison des ormes. Je pensais que c'était un geste gentil, mais sa mère passait l'après-midi à poser des questions sur la superficie, les classements des écoles, tandis que son père prenait des photos avec son téléphone. Je souriais encore, je cuisinais, jouais la bonne hôtesse, car que faire d'autre quand votre enfant invite des loups, les appelant famille? Ce n'est que le lendemain matin, après leur départ, que je m'autorisais à ressentir ce qui me rongeait. C'était pas une question de famille, mais d'acquisition. Ma maison, le toit même qui les protégeait, devenait un trophée. Pourtant, j'y restais calme, pas par manque de colère, mais parce que je savais où ce chemin menait. Ils ne comprenaient pas qui j'étais. Pensaient que j'étais sentimentale, que mon silence signifiait accord, que la gentillesse me rendait faible, mais cette maison ne leur appartient pas, ne le fera jamais. Le matin après le mariage, je me trouvais dans le couloir devant la chambre d'amis. La voix de Valérie flottait à travers la porte entr'ouverte comme un parfum empoisonné. Alors, quand déverrouillons-nous la maison, murmurait-elle.
une pause, un léger bruissement, peut-être pensait-elle que je n'étais pas là. Elle est juste là, continuait-elle. Tu sais ce que vaut un endroit comme celui-ci? On pourrait investir, revendre, même déménager dans quelque chose de plus moderne. Combien de temps aura-t-elle encore besoin de tout cet espace? Je n'entendais pas la réponse de Sébastien. Peut-être n'en donnait-il pas, peut-être ce silence était sa réponse. Je restais immobile longtemps après une main contre le mur du couloir, l'autre serrant un torchon plié destiné à la lessive. Cette phrase, déverrouiller la maison, résonnait dans ma tête comme si j'étais le dernier obstacle, comme si mon existence n'était qu'une charnière gênante. Je voulais croire qu'elle parlait sans réfléchir, emportée par l'excitation du mariage, rêvant à voix haute. Je me le répétais toute la journée, même en lui préparant un café, en complimentant ses ongles. Pourtant, le froid restait. Cet après-midi, Sébastien et Valérie descendaient ensemble. Elle l'enveloppait dans son peignoir, souriant comme un chat, sachant que le soleil la trouverait toujours. Ils agissaient normalement, affectueux même. Valérie demandait si nous avions incorporé dans son sac. Elle est juste là, continuait-elle. Tu sais ce que vaut un endroit comme celui-ci? On pourrait investir, revendre, même déménager dans quelque chose de plus moderne. Combien de temps aura-t-elle encore besoin de tout cet espace? Je n'entendais pas la réponse de Sébastien. Peut-être n'en donnait-il pas, peut-être ce silence était sa réponse. Je restais immobile longtemps après une main contre le mur du couloir, l'autre serrant un torchon plié destiné à la lessive. Cette phrase, déverrouiller la maison, résonnait dans ma tête comme si j'étais le dernier obstacle, comme si mon existence n'était qu'une charnière gênante. Je voulais croire qu'elle parlait sans réfléchir, emportée par l'excitation du mariage, rêvant à voix haute. Je me le répétais toute la journée, même en lui préparant un café, en complimentant ses ongles. Pourtant, le froid restait. Cet après-midi, Sébastien et Valérie descendaient ensemble. Elle l'enveloppait dans son peignoir, souriant comme un chat, sachant que le soleil la trouverait toujours. Ils agissaient normalement, affectueux même. Valérie demandait si nous avions du lait d'amande, si je pouvais aider à trouver son chargeur. Elle se penchait vers moi, m'appelait maman. Je jouais le jeu, car j'avais déjà décidé quelque chose dans mon cœur. Je ne les avertirai pas, ne les confronterai pas, ne montrerai pas mes cartes. Je les écouterai, me souviendrai, les laisserai se sentir en sécurité dans leur plan, juste assez longtemps. Cette nuit-là, je faisais monter bien fort, m'asseyais près de la fenêtre du salon, regardant les hortensias envahissants plantés par ma mère avant sa mort. Chaque printemps, ils explosaient en bleu, violet, parfois rose. Si le sol changeait, elle disait, une femme qui contrôle sa propriété contrôle sa paix. Il pleuvait le jour où je croisais la cousine de Valérie, pas une averse, juste cette bruine montclairoise qui mouille votre manteau discrètement. J'étais dans l'allée des fruits au marché des peupliers, entre les pêches, les confitures artisanales
essayant de me rappeler si j'avais du beurre à la maison, quand quelqu'un appelait mon nom. Tante Geneviève, je me tournais, il me fallait une seconde pour la reconnaître. Nathalie, je crois, la cousine de Valérie du côté de son père, celle avec un travail en marketing. Trop de fonte, de tente, elle se précipitait, son sac balançant à son bras. Hein, félicitations, je souriais poliment. Merci, ma chère. Pourquoi? Elle riait pour la vente de la maison. Bien sûr, ma main se crispait sur la poignée du panier. Pardonne, elle penchait la tête, confuse. Valérie disait que vous réduisiez quelque chose à propos d'une très bonne offre déjà sur la table. Tout le monde parle de la rapidité. Je fixais. Nathalie ne semblait pas remarquer. Le silence peut être le prenant pour de la modestie. Elle tapotait mon bras, disait « J'espère que vous prenez un endroit avec ascenseur cette fois. Ces vieilles victoriennes sont belles, mais dures pour les genoux. Non. » Elle clignait de l'œil. Sal White filait vers le comptoir de charcuterie comme si elle venait de complimenter mes cheveux. Je laissais mon panier dans l'allée, mes mains tremblaient en atteignant la voiture. Pas de peur, pas même de trahison, de fureur. Valérie parlait déjà, comme si ma maison était la sienne à vendre, comme si j'avais déjà accepté, comme si l'encre avait séché et que j'avais oublié de me présenter à ma propre transaction. Je ne rentrais pas tout de suite. Je restais dans le parking, doigts serrés sur le volant, fixant le brouillard sur le pare-brise. Puis, je commençais à passer des appels. Je contactais une vieille amie du club de bridge, Tselashtina, dont le fils travaillait dans l'immobilier local, lui donnais le nom de Valérie, demandais si elle avait contacté. Il me rappelait dans l'heure. Oui, disait-il, elle a dit au bureau qu'elle avait procuration pour vous. Ils ont commencé à chercher des comparables, prévu une visite la semaine prochaine. Mon sang se glaçait. Procuration, elle falsifiait des documents. Cette nuit-là, j'ouvrais le vieux coffre en cèdre dans le placard de la chambre d'amis, celui contenant la boîte à bijoux de ma mère, la Bible familiale, le dossier manie usé avec l'acte original de la maison, mon nom, Geneviève Moreau, clairement indiqué en haut, seul propriétaire, aucun co-signataire, aucun privilège, aucune autorité accordée à quiconque. Je m'asseyais sur le sol, le dossier sur les genoux, le tonnerre dehors à peine plus fort que mon cœur. C'était une chose de parler dans mon dos, une autre d'entrer dans une agence immobilière prétendant être moi. C'était de la fraude et je ne laisserai pas passer. Mais je n'appelais pas Valérie, ne confrontez pas Sébastien, ne marchez pas pour exiger des réponses, pas encore car maintenance. J'avais quelque chose de bien plus puissant qu'une confrontation d'épreuves et j'allais les laisser marcher droit dans leur propre piège. Je ne dormais pas cette nuit, pas par peur, non, mais parce que je n'avais jamais été plus éveillée le lendemain matin.
je prenais rendez-vous avec mon avocate, Isabelle Roche. Nous nous connaissions depuis 20 ans, depuis qu'elle avait réglé la succession de ma mère. Elle était vive, discrète, ne sciait pas face à la trahison à midi. Nous étions dans son bureau au cabinet de la Source, la tempête de la veille traînant encore des traînées dans le ciel. Is bluffend, disait-elle, feuilletant l'acte, le fidéicommis. S'ils ont soumis quoi que ce soit signé sous procuration, c'est de la fraude pure et simple. Je hochai la tête. Peut-on faire quelque chose maintenant? Elle souriait sans chaleur. Beaucoup de bottes. Nous mettions à jour mon testament, puis examinions tous les titres, documents légaux liés à la propriété. J'ajoutais une clause empêchant tout transfert futur sans examen supervisé par le tribunal, au cas où ils essaieraient autre chose. Enfin, j'ouvrais un coffre-fort privé à sa recommandation. Il était temps de sortir tout de la maison. Certificat de naissance, police d'assurance, évaluation de bijoux, tout. C'était pas assez de les empêcher. Je devais savoir ce qu'ils faisaient avant qu'ils ne le fassent. Alors je passais un second appel, suggéré par Célestine des semaines plus tôt, quand je lui disais que Valérie tournait autour. Parle à François, avait-elle dit, ancien shérif du comté. Maintenant, il s'occupe à découvrir ce que les gens espèrent que personne ne saura. François Dubois travaillait dans une boutique d'appât, son bureau officieux. Il portait un gilet de pêche, un vieux téléphone à clapet. Mais quand il vous regardait, il voyait tout. Je veux savoir ce qu'il prépare, disais-je, pas en théorie, en détail. Noms, réunion, apples, tout ce qu'elle a fait touchant ma maison, sans permission. Il ne sciait pas, écrivait sur un bloc-notes jaune, discrète, au traçable. Discrète, disais-je, très... Il hochait la tête. Vous aurez de mes nouvelles dans une semaine. Cet après-midi, j'allais à la banque, ouvrais un coffre-fort à mon nom, ipsum plaçais lacti, les testaments, les documents d'assurance, une clé USB vide, attendant les rapports de François. Je transférais les clés de secours de la maison dans un tiroir de mon armoire à couture. Je faisais aussi un petit changement. Je décrochais la photo de famille dans le salon, celle de Sébastien et moi devant la balançoire du Porsche. Je la remplaçais par un miroir. Le lendemain, je conduisais à la banque, ouvrais le coffre-fort à mon nom seul, y plaçais chaque papier collecté discrètement, regardant la lourde porte métallique se fermer avec un clic, comme une armure se refermant. Je rangeais même les vieilles photos de famille, celles que Valérie avait demandé à numériser pour le diaporama du mariage. Je ne lui faisais pas confiance. Même pour une copie, en rentrant, la maison était vide, silencieuse, toujours mienne. Pour la première fois, depuis des semaines, je sentais qu'elle le resterait. Je me tenais au bas de l'escalier, regardant en haut, me souvenant des années où je portais Sébastien dans mes bras, dans ces escaliers, quand il avait la grippe, des nuits à attendre au sommet qu'il rentre tard, des fêtes. Comment je laissais toujours la lumière du Porsche allumée, même après son déménagement, au cas où il passerait
Cette lumière était éteinte depuis des jours. Je ne ressentais pas vraiment de tristesse, juste de la clarté. Il ne me voulait pas ici. Il voulait ce que cette maison représentait cette nuit. Je changeais les serrures discrètement. Valérie et Sébastien avaient encore des clés de la semaine du mariage. Je ne me sentais plus en sécurité. J'appelais un serrurier local, un vieil ami du quartier. Il venait après le dîner, ne posait pas de questions, hochait la tête, remplaçait chaque cylindre, me tendait un nouvel anneau de clé. « Quelqu'un vous embête, Geneviève ?» demandait-il, à moitié plaisantant. « Pas encore, répondais-je, mais j'aime garder une longueur d'avance. » Il souriait. « Fais-moi une silkite. » Je ne disais rien, ni à Valérie, ni à Sébastien, qui le découvrent la prochaine fois qu'ils essayeront de se faufiler avec des sourires, des papiers vides, qui secouent la poignée, réalisent qu'elle ne tourne plus. Cette nuit, je m'asseyais à la table de la cuisine avec une tasse de thé, main autour de la tasse, comme si c'était la seule chose chaude dans la maison, pas à cause de la température. C'était le début du printemps, doux, mais à cause du froid qui s'était insinué dans ma vie. Depuis l'arrivée de Valérie, je regardais par la fenêtre au-delà des hortensias, de l'abreuvoir à oiseaux fissurés que ma mère adorait. Je pensais à toutes les fois où j'avais choisi le silence plutôt que la défense, où j'avais excusé des gens qui ne le méritaient pas. Sébastien n'était jamais un enfant cruel, juste facilement influençable. Il suivait le charme comme une boussole. Et Valérie le portait comme un parfum, ce ton doux, sucré, les compliments soigneux, sa manière d'offrir, d'aider au dîner, sans jamais atteindre l'évier. La première fois qu'elle visitait, je me souviens d'elle parcourant la maison des ormes, sa main glissant sur la rampe, ses yeux scrutant les moulures comme une évaluatrice, pas une invitée. Je mettais ça sur le compte de la curiosité, peut être même de l'admiration maintenant. Je sais, elle ne voyait pas ma maison. Elle mesurait son opportunité. Ce qui me frappait le plus n'était pas que Valérie essayait de prendre ce qui n'était pas à elle, mais la facilité avec laquelle Sébastien la laissait faire. Ça me rappelait quelqu'un d'autre. Il y a des années, après la mort de mon mari, mon frère proposait de gérer la propriété familiale, disant que ce serait plus simple avec lui sur certains documents, juste temporaires. Bien sûr, juste le temps que je me remette, quand je réalisais ce qu'il faisait, il avait pris la moitié des terres de notre père, les vendait sous mon nez. Je ne les récupérais jamais et ne me pardonnais jamais de ne pas l'avoir vu plus tôt. Cette trahison avait une forme, une voix. Elle résonnait maintenant dans les mots soigneusement choisis de Valérie. Les yeux baissés de Sébastien, je pensais avoir laissé ce chapitre derrière, mais la trahison ne s'efface pas. Elle change juste de nom. Cette fois, je n'étais ni naïve, ni yonne, et je n'allais pas rester dans les cendres. M'excuser d'avoir été brûlée. J'avais passé les 25 dernières années à élever Sébastien seul. Après l'accident qui prenait son père, j'avais abandonné beaucoup, pas par obligation, mais par amour,
un amour vrai, têtu. Celui qui croit que les choses s'amélioreront si on tient assez longtemps, mais même l'amour a des limites. Je conduisais jusqu'à un village proche. Les arbres le long de la rivière commençaient à fleurir leurs bourgeons tremblants dans la brise. J'étais pas là pour la vue. Je garais 2 pâtés de maison d'un vieux bâtiment en pierre, montais les marches étroites jusqu'à une porte avec une plaque en laiton terni. Marcel Vignier, juge retraité. Hey, il ouvrait la porte avant que je frappe. Eh bien, regardez qui le vent a ramené, disait-il avec un sourire fatigué. Marcel était le meilleur ami de mon frère à l'université, un homme vif, tout en os. Prudence, ayant passé 30 ans sur le banc, il était à la retraite depuis 5 ans, passant son temps à donner des conseils gratuits à ceux assez sages pour demander nous nous asseyons sur la terrasse des Oliviers, la cour pavée entourée d'oliviers en pot, buvant un café noir amer dans des tasses ébréchées sous une treille ornée de clématites. Je lui ai raconté tout lentement, prudemente, observant ses yeux, comme je le faisais avec Sébastien, quand je soupçonnais un mensonge, quand je finissais, Marcel n'interrompait pas, n'offrait pas de sympathie creuse. Il se reculait dans sa chaise, disant « Vous avez déjà fait plus que la plupart, je veux que ce soit verrouillé. » Marcel, disais-je, je veux que koi, quilstentent, il puisse pas toucher cette maison, ni des morts vivantes, ni après. Il hochait la tête. Alors, nous mettrons à jour votre testament. Vous aurez besoin d'un fidéicommis, pas juste pour la maison. Je haussai un sourcil. Je présume que vous avez des économies qu'ils ignorent. Je souriais pour la première fois ce matin. Beaucoup, bien, disait-il. Il vous faudra 2 fidéicommis pour la propriété, un pour l'argent et un nouvel héritier. Je marquais une pause. J'ai quelqu'un en tête. Il ne pressait pas, jamais, hochait juste la tête, sortait un bloc-notes du tiroir de la table, griffonnant de son écriture petite, efficace in partant. Le cadre était en place, un fidéicommis pour la maison, la protégeant du tribunal, des contestations, un autre pour l'essentiel de ma succession avec un successeur nommé sans lien avec Sébastien ou Valérie, une clause les déshéritant s'ils tentaient une interférence légale, une directive scellée à révéler après ma mort. Cette nuit, je mettais à jour mes mots de passe, déchirais de vieux fichiers, brûlais une poignée de lettres, gardées par culpabilité, pospel amour. Puis je prenais une épaisse enveloppe manie au fond de mon placard, écrivais un seul nom à l'encre noire, Adèle, ma nièce, la fille de ma sœur, élevée à l'autre bout du pays, maintenant enseignante, la seule personne qui appelait juste pour demander comment j'allais. Elle ne le savait pas encore, mais elle hériterait plus qu'une maison, elle hériterait de la paix, et avec le temps, elle comprendrait ce que cela signifiait. En fin d'après-midi, Sébastien arrivait seul. Je le voyais par la fenêtre du salon, avant qu'il ne frappe, debout sur le porche, changeant de pied, comme un écolier prêt à confesser un dégât. J'ouvrais la porte,
mais ne l'invitait pas à entrer. Sans doute. Maman, disait-il doucement, je m'écartais. Il entrait comme s'il ne reconnaissait plus l'endroit, comme si quelque chose avait changé. Je l'observais regarder le salon, la même pièce qu'il emplissait de Lego, de jus renversé, maintenant. Il semblait un invité chez un étranger. Il ne s'asseyait pas. Valérie pense qu'il est temps. Comment sait-il? Tu as cette grande maison, c'est trop pour toi seul. Je ne disais rien. Il s'éclaircissait la gorge. Nous avons trouvé un bel appartement de retraite à Nice avec de super commodités à personnel complète, accès médical. C'est vraiment magnifique. Nous aiderions au déménagement. Valérie a même dit qu'elle viendrait décorer ton nouvel endroit. Je souriais à ça. Il prenait ça pour un signe, d'accord? Puis il disait ce qui changeait tout. Si tu n'es pas ouverte à ça, nous devrons peut-être réévaluer les choses. C'est dur pour Valérie de se sentir installée, sachant que cet endroit est encore en suspens. Répétais-je, il hésitait. Elle veut juste que on commence à construire quelque chose ensemble, tu sais, sans devoir contourner cette maison, cette dynamique. Je le regardais droit dans les yeux, donc si restait, vous me couperez les ponts. Il détournait le regard. Ce n'est pas comme ça. Disley, il ne le faisait pas, n'en avait pas besoin. Si répété, creux, ces mots n'étaient pas les siens. Ils étaient ceux de Valérie, nourris ligne par ligne, peut être même écrits à l'avance. Elle était toujours méticuleuse. Je voulais lui crier dessus, le séquer, lui demander s'il se souvenait de celle qu'il avait portée à travers la pneumonie, qui faisait des doubles quarts après la mort de son père, juste pour payer l'hypothèque, qui cousait ses costumes d'Halloween à la main parce qu'il détestait ceux du magasin, mais je ne le faisais pas. Je restais calme. Sébastien, disais-je doucement, je ne bouge pas. Il soupirait. Pourquoi pas? À quoi tiens-tu l'histoire? Maman, tu peux appeler ça sentimental, disais-je. Moi, j'appelle ça mérité. Il me fixait comme si je parlais une langue étrangère. Je suis pas ton fardeau, disais-je platement. Tu n'as pas à décider quand je disparais. Il essayait une dernière fois. Je veux juste pas qu'on perde contact. Tu l'as déjà fait. Sa bouche s'ouvrait, se refermait. Je voyais le conflit dans ses yeux, une lueur de culpabilité, un éclat du garçon que j'avais élevé. Mais ça passait. Il m'en lassait pas pour dire au revoir. Ne me remerciait même pas pour le thé que je n'offrais pas. Il partait et en fermant la porte derrière lui, je glissais le verrou. Il n'était plus mon fils. Il était le partenaire de stratégie de Valérie. Et dès qu'il essayait de m'expulser de la maison que j'avais construite, il devenait mon adversaire. Ça commençait par un thé tous les jeudis. Je rencontrais quelques femmes de Montclair, veuves, retraitées. 2 professeurs divorcés qui organisaient la vente de livres à la bibliothèque. Au début, nous buvions juste du thé. Parlions des articulations douloureuses, des magasins avec de bonnes fraises cette semaine, mais les mots se répandent discrètement dans des villes comme la mienne. À la 2e réunion, quelqu'un mentionnait la succession
Ne laissez rien de non déposé, disait une femme. Ça va que se passer. Même pas votre piano. Les enfants de ma sœur se sont battus pour son piano pendant 2 ans. Une autre ajoutait: assurez-vous d'avoir une clause contre la manipulation émotionnelle. Ma nièce a essayé de prétendre que j'étais sénile, juste pour accélérer la distribution du fidéicommis. Je ne demandais pas de détails, pas besoin. Nous étions toutes des survivantes d'une sorte d'embuscade d'héritage. Elles appelaient ça vieillir. J'appelais ça un vol lent. Alors je commençais à porter un carnet, posais des questions prudentes. Quel langage avez-vous utilisé dans votre fidéicommis pour les héritiers vivants? Comment les empêcher de contester la compétence? Quel avocat ne levait pas les yeux au ciel quand vous disiez coupez vos enfants? Et elle répondait: ces femmes, avec leurs épingles de chat, leurs chaussures orthopédiques devenaient mon comité de défense discret. Nous échangions des ébauches d'affidavit comme des recettes de biscuits. Nous parlions de co-exécuteurs, de clauses irrévocables, d'enregistrements vidéo. Elle ne buvait pas juste du thé, elle construisait des arsenaux légaux avec des scones au citron, des souvenirs meurtris. L'une d'elles, Judith, me tendait une enveloppe manille attachée avec une ficelle rouge. C'est ce que j'ai donné à mon avocat, disait-elle, la clause interdisant à quiconque qui tente de réentrer dans la propriété après expulsion pour aider une autre. Shirley suggérait une stipulation financière. Quiconque tente une distribution anticipée des actifs perd tout accès, même à l'assurance vie, disait-elle. Rendez-les si froids qu'ils attrapent des engelures rien qu'en y pensant. J'aimais Shirley à la maison. Je mettais à jour mes dossiers, étiquetais chaque nouvelle entrée, commençais à placer des copies en 3 endroits: coffre-fort bancaire, coffre à la maison, une enveloppe scellée dans le congélateur de Célestine. Elle riait quand je demandais: s'il m'arrive quelque chose, disais-je, sors les bâtonnets de poisson. Elle tapotait le couvercle, sauvegarde gelée, compris. Ce week-end, ma nièce Adèle passait pour sa visite mensuelle, encore en école d'infirmière, portant toujours le cardigan que je lui avais tricoté il y a des années. Elle m'aidait à ranger des courtes pointes d'hiver, puis je lui montrais discrètement où étaient les documents importants, juste au cas où, disais-je. Elle ne demandait pas pourquoi, hochait simplement la tête, ses doigts effleurant le bord du dossier avec la stabilité discrète que je me rappelais de ma mère. C'était pas des gestes dramatiques, c'était des tours de clé discrets. Car une chose apprise en regardant des femmes tout perdre, c'est que ça n'arrive jamais dans un tribunal, ça arrive dans les cuisines, les sourires, les longs silences disant ne te bats pas, lâche prise, sois reconnaissante. Et je ne lâchais pas, je n'allais pas crier non plus mon enquêteur, François, à plus tard. J'ai quelque chose que vous voudrez entendre, disait-il. Nous nous rencontrions dans le parking derrière la boutique d'Appa. Il me tendait une clé USB. On rechue. Valérie a passé un appel depuis un café hier, n'a pas raccroché correctement. Son Bluetooth a tout capté. Je ne demandais pas comment il l'avait obtenu. Yapranes, juste, à la maison. Je fermais
les stores, verser un thé que je ne boirais pas, glisser la clé dans mon ordinateur portable. Sa voix emplissait la pièce, pas celle qu'elle utilisait avec moi, mielleuse, faussement révérencieuse. Non, celle-ci était crue, sans filtre. Elle est tellement naïve, riait Valérie, toujours à parler de recettes, des photos des familles. On revendra cette maison dès qu'elle signera. Sébastien regarde déjà les annonces. Je lui ai dit de ne pas attendre. Une pause, puis une voix étouffée posant une question que je n'entendais pas. Valérie encore, plus confiante. Elle ne nous combattra pas. Elle est trop gentille. Elle pense que rester discrète la protège, mais ça l'a rendu facile. Le fichier s'arrêtait là, mais c'était assez pour figer l'air dans mes poumons, assez pour transformer la tristesse en quelque chose de plus dur. Il restai sur l'instant, mains croisées, l'ordinateur bourdonnant doucement, puis je prenais mon journal dans le tiroir. Documentation, 7h32 du soir. Enregistrement audio obtenu via un enquêteur privé, Valeria. Elle est tellement naïve. On revendra cette maison, confirme l'intention de fausser vendre, expulser sans consentement. Je soulignais revendra cette maison, puis sauvegardait le fichier 3 fois, une copie dans le coffre, une dans le coffre bancaire, une gravée sur un CD étiqueté à la main. S'il le nie un jour, le lendemain matin, je jouais l'enregistrement pour Isabelle. Elle ne s'y est même pas. Nous déposons l'ordre de cesser et s'abstenir immédiatement. Et si elle s'approche encore d'un représentant de titre, nous irons en civil complet. Je hochai la tête. Je veux aussi alerter la presse, ajoutai-je doucement. Une info anonyme, pression sur les aînés, coercition d'actifs. Vous connaissez l'angle? Le sourire d'Isabelle était fin. Vous ne vous contentez pas de riposter. Vous écrivez la fin. Cette nuit, je n'allumais pas la lumière du porche, qui frappe dans l'obscurité. S'il venait, qui se demande ce que je savais, car cet enregistrement n'était pas juste une preuve, c'était une confession rendant tout réel, pas seulement pour moi, mais pour la loi. Je jouais encore avant de me coucher, pas par rancune, mais pour me rappeler ce que je protégeais, pas juste ma maison, mais ma voix, celle qu'il pensait muette. Valérie ne me voyait pas comme de la famille, pas même comme une personne. J'étais un obstacle avec un apron, un inconvénient enveloppé de tradition. Et Tchibochtian, il m'avait livré à elle. Cette réalisation s'installait dans mes os comme de la glace. Je marchais vers le tiroir où je gardais mon enregistreur, celui utilisé le jour où ils arrivaient avec le notaire. J'appuyais sur enregistrer, narrais discrètement ce que je venais d'entendre, sauvegarder le message vocal sur 2 disques différents, puis m'asseyais avec mon stylo, en raccrochant Yaragardis ma maison, la rampe sculptée à la main, le papier peint floral du couloir, la photo fanée du 3e anniversaire de Sébastien. Cette maison n'était pas un trophée, c'était une promesse et je brûlerai tous les ponts pour la garder hors de leurs mains. Le matin suivant, le plan était en marche. J'arrivais au cabinet de la source juste après l'ouverture.
Isabelle examinait déjà le message vocal sur un haut-parleur caché derrière sa lampe de bureau. Elle ne levait pas les yeux. Quand il jouait, notait juste quelque chose sur son carnet avec un crayon à tailler. Quand ça finissait, elle fermait le fichier. C'est largement suffisant, disait-elle. Pas émotionnellement, légalement. Nous rédigions l'ordre de cesser et s'abstenir ce jour-là. Un langage formel, empressé, adressé non seulement à Valérie, mais à l'agent immobilier qui avait pris ses appels. Isabelle s'assurait d'inclure une ligne sur l'usurpation d'identité, la fausse représentation, l'examen légal en cours. Nous ne les accusons pas encore, disait-elle. Nous les avertissons. Et la prochaine étape, demandai-je. Elle levait les yeux. Injunction, ordonnance du tribunal, peut être des dommages. Je hochai la tête. Je veux aussi alerter le registre municipal, ajoutai-je, au cas où elle essaie de contourner les documents. Isabelle souriait, fine, approbateur. Je signai cette nuit. J'envoyais 2 choses, l'ordre de cesser et s'abstenir, une info anonyme au journal local sur la pression immobilière des aînés en banlieue, sans nom, juste une suggestion d'histoire discrète. L'objet était comment l'amour familial devient un levier immobilier. Je ne me cachais plus. Je déplaçais juste les ombres. En attendant, je demandais à Marcel, l'ami de mon défunt frère, maintenant mon guide officieux de succession, de préparer la version finale du fidéicommis. Nous conscions le déposer plus tard. Je voulais attendre, le garder prêt jusqu'au dernier moment. Mais maintenant, je n'avais plus besoin de temps. J'avais besoin de finalité. Le lendemain, j'appelais Adèle, lui demandais de passer. Elle arrivait avec du pain frais, un sourire nerveux. Je la menais à la cuisine, lui tendais une enveloppe scellée. Son nom soigneusement écrit dessus. S'il m'arrive quelque chose, un accident, une hospitalisation, un voyage soudain, ouvre ça. Elle hochait la tête, sérieuse. Je lui disais où étaient les autres copies, où la clé du coffre-fort bancaire était cachée, où le code du coffre domestique se trouvait enfoui dans un vieux livre de recettes entre les pages des bars au citron. Elle ne posait pas de questions, serrait l'enveloppe contre sa poitrine. Disant, je te tiens, je hochai la tête, yes, car Valérie avait une bouche, mais Adèle avait une mémoire. Ce soir-là, je rentrais, versais un verre de vin, ouvrais mon ordinateur, l'ordre de cesser et s'abstenir était signé, l'agent immobilier répondait dans l'heure, excuse pour la confusion, nous pensions que la demande était légitime, nous avons stoppé toute action. Bien, un de moins, le journal n'avait pas répondu. Peut-être ne le ferait-il pas, mais peu importé, car la prochaine fois que Sébastien et Valérie frapperaient à ma porte, ils ne trouveraient pas un notaire, mais un shérif, une ordonnance du tribunal, et la femme qu'ils pensaient ne jamais riposter. Ils revenaient un jeudi, même notaire, même sourire suffisant sur le visage de Valérie, même enveloppe manille surdimensionnée. Mais cette fois, quelqu'un d'autre se tenait derrière moi dans le vestibule. L'adjoint Rousseau
du bureau du shérif, un homme grand, à la voix douce, avec un badge demandé par les voix officielles. Je n'ouvrais pas la porte moustiquaire tout de suite. Je laissais Valérie parler à travers. Nous avons tous les documents finaux prêts, chantonnait-elle. On a pensé faire ça en douceur, sans surprise. On a même apporté un nouveau stylo. Sébastien se tenait raide derrière elle, yeux fixés sur ses chaussures. Le notaire dépliait son porte-bloc. C'était mon signal. J'ouvrais la porte lentement, juste assez pour sortir. Je ne les invitais pas, n'adressais même pas le notaire. Je tendais à Valérie une épaisse enveloppe. Officier, Lord, ceci est pour vous, disais-je calmement. Elle la prenait, confuse. Qu'est-ce que c'est? Ça, disais-je, est une ordonnance judiciaire. Cesser et s'abstenir. Vous êtes interdite de toute action légale ou financière concernant cette propriété effective immédiatement. Le notaire se figeait. Valérie clignait des yeux. Yé, quoi? L'adjoint Rousseau avançait, voix basse, mais ferme. Madame, vous avez été notifiée. Toute tentative supplémentaire de représenter cette propriété au nom de Madame Moreau sera considérée comme frauduleuse, signalée au procureur. La tête de Sébastien se relevait. Tu as appelé la police sur nous, lançait-il, brisant cette fine couche de honte. Non, disais-je, j'ai appelé les tribunaux et ils ont répondu. Les mains de Valérie tremblaient légèrement, ouvrant l'enveloppe, feuilletant des pages qu'elle ne comprenait clairement pas. C'est un malentendu. Nous essayons d'aider. Je n'ai pas besoin de votre aide, disais-je, et certainement pas de votre notaire. Le notaire rassemblait ses affaires, reculait sur les marches sans un mot. Sébastien me regardait alors, vraiment, et pour la première fois, je voyais quelque chose que je n'avais pas vu en lui depuis des années. Pas de la colère, pas de l'embarras, de la peur. Tu ne le penses pas, disait-il. Je pensais chaque mot. La voix de Valérie devenait stridente. Tu nous jettes. Après tout ce qu'on a fait pour toi, l'adjoint Rousseau avançait encore. Je pense que ça suffit. Valérie ouvrait la bouche pour protester, mais je levais la main légèrement et elle s'arrêtait. Partez, disais-je, voix basse, avant que ça devienne plus lettre que des papiers. Il n'argumentait pas, pas vraiment. Ils se tournaient, descendaient les marches, montaient dans leur voiture. Valérie claquait la porte. Sébastien regardait une fois, mais j'avais déjà fermé la mienne. Je restais dans le vestibule longtemps. L'ordonnance, toujours en main, juste une copie de secours. La maison était silencieuse. Il ne tardait pas même 2 heures après la confrontation, mon téléphone sonnait, numéro masqué. Je répondais pas. Puis venaient les coups à la porte, pas des frappes, des martèlements. J'ouvrais lentement. La cena in cuore in place. C'était Sébastien, seul, ses yeux rouges, pas de larmes, de panique. Maman, c'est quoi ça? Demandait-il, brandissant l'enveloppe, comme si elle était en feu. Qu'est-ce que c'est censé prouver? Ça prouve, disais-je calmement,
que je te vois maintenant, clairement, il repoussait l'enveloppe par l'ouverture. Tu es manipulé, paranoïaque. Valérie essayait d'aider, elle s'est fait passer pour moi auprès d'un agent immobilier. Elle n'a rien signé, mais elle a essayé silence. Puis plus doucement, nous pensions que tu voudrais sécuriser ton avenir. Je reculais, détachais la chaîne, ouvrais grand la porte. Dans ma main, une autre enveloppe couleur crème, gaufrée. Lord, je l'ouvrais lentement, sortais la première page de mon testament révisé, la copie notariée, mon Omenhaut, celui de Sébastien nulle part. Tu n'es plus bénéficiaire, disais-je. Son souffle se coupait. Ni toi, ni Valéria, ni quiconque qui pense que ma valeur est liée à un titre de propriété, tu ne le penses pas. Je ne siais pas. Si, nie, y a taillé la vie. Continue. Et pendant des années, je t'ai donné tout ce que j'avais. Mon temps, ma force, mon silence. Et tu as repayé ça par des stratégies, des complots. Sa voix craquait. J'avais peur, moi aussi. Murmurais-je, mais je n'ai pas utilisé cette peur pour démanteler la seule maison que j'ai connue. Il regardait le sol. Je suis désolé, murmurait-il. Je n'attends rien. Je veux juste... Je hochais la tête une fois. Tu ne le regrettes que parce que j'ai dit non. Il ouvrait la bouche, la refermait. Je sortais, fermer la porte derrière moi, veillant à ce qu'il ne voie pas le tremblement de mes doigts. Tu es mon fils. Sébastien, ça restera toujours vrai, mais je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Et si tu choisis de redevenir cet homme, fais-le sans attendre une récompense. Il hochait la tête. Je ne suis pas en colère, disais-je. Je suis libre. Il ne demandait pas à entrer, ne demandait pas la maison. Il descendait juste du porche, marchait vers sa voiture, ses épaules un peu plus basses qu'à son arrivée. Je regardais jusqu'à ce que la voiture disparaisse dans la rue, puis je me tournais, rentrais, verrouillais la porte avec une paix qui ne venait pas de la victoire, mais du lâcher-prise de l'illusion. Car l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est une transaction attendant d'expirer. Et la mienne l'avait enfin fait